Bonjour, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment, il me semble que ça fait depuis septembre qu'on s'est pas vu. Parce qu'en fait j'avais un ancien téléphone et j'ai cassé la caméra frontale. La qualité était absolument atroce. Du coup j'ai juste renoncé à faire des vlogs, j'avais fait un vlog, j'avais été à Lille début octobre, j'avais fait une vidéo mais en faisant le montage que je me suis rendu compte que le son et la qualité étaient absolument atroces. Donc au final je l'ai pas posté et après ça c'est passé plein de trucs, je me suis fait cambrioler, j'ai eu des partiels, j'ai fait vraiment plein de choses. Donc je me suis dit que j'allais faire un peu une petite pause. Mais là on recommence, comme à chaque fois, je vais vous parler de ce que j'ai vu et ce que j'ai lu en janvier. J'ai lu 10 livres il me semble, et j'ai vu une trentaine de films à peu près. Je sais plus exactement si c'est 33, 34. Et je vous filme ça du coup le 30 janvier, et à 14h. Donc je vais peut-être, ça veut dire que, je vous dis ça, je vous précise l'heure et la date parce que ça veut dire que je vais probablement regarder un autre film ce soir. Et peut-être un demain aussi du coup, le nombre sera un petit peu plus élevé, mais voilà. Donc, on va commencer par ce que j'ai lu. Alors, la chose principale, c'est la saga Game Changers de Rachel Reid. Donc, si vous savez pas, c'est les 6 livres de la saga. Donc, en fait, la série Heated Rivalry, elle est adaptée du deuxième tome, qui s'appelle Heated Rivalry. Mais c'est une série de 6 livres, en fait. Et du coup, j'ai vu la série et j'ai bien aimé, sans plus. Par rapport à des gens que j'ai vus qui étaient absolument obsédés fans, j'ai trouvé que c'était une bonne série, mais enfin, très bonne série, voilà. J'ai beaucoup apprécié, mais je suis pas obsédée à ce point. Mais du coup, je me suis dit, par curiosité, j'allais lire tous les livres. Et du coup, je les ai tous lus. Il y a eu des hauts et des bas. Je pense que c'est important de souligner que à la base c'était des fanfictions et que je lis beaucoup de fanfictions. Et en fait, à partir du moment où je l'ai su, je l'ai réalisé et du coup j'ai vérifié sur internet et tout, mais c'était vrai. À partir du moment, de ce moment-là, je ne voyais que ça, c'est-à-dire que dans les dialogues, dans les situations, dans les personnages, dans les intrigues, dans le rythme, je voyais que de la fanfiction parce que je lis beaucoup de fanfiction dans la vie de tous les jours, etc. Mais du coup, enfin, le fait est que je les ai lus en fanfiction et aussi le fait de savoir d'où ça venait de quel fandom et que les deux personnages principaux du coup à chaque fois étaient censés être Steve et Bucky de Marvel. C'était assez rigolo parce que du coup je voyais que ça. Mais bon. Alors du coup le premier Game Changers c'est je pense mon préféré de la saga. Il me semble que c'est le seul à lequel j'ai mis 4 sur 5. Il me semble que j'avais lu d'ailleurs, celui-là c'est le seul, il me semble que j'avais lu la fanfiction originelle sur AO3. Mais il y a des années, il y a voilà des années. Genre même avant que je regarde les Marvel pour vous dire à quel point c'était... Mais j'ai beaucoup aimé, du coup à part le fait que je l'ai dit, je voyais que de la fanfiction, j'ai trouvé que c'était un bon livre avec des bons personnages. C'est vrai que c'est un petit peu Insta Love, ils se rencontrent, ils tombent direct amoureux, ils sont direct en mode ah je t'aime, marions-nous, machin, habitons ensemble, mais c'était très sympa quand même. Genre, après c'est le premier tome donc je pense que j'étais pas encore saoulée. Celui-là je l'ai lu dans la nuit du 3 au 4 janvier. Je les ai tous plus ou moins lus en une nuit parce qu'ils sont pas très longs en fait et je les lisais sur ma Kindle. Du coup ça allait très vite en fait. Du coup celui-là voilà, c'est le premier en plus. Ça faisait très longtemps que j'avais pas lu de romance, ça faisait vraiment plusieurs années que j'avais pas lu déjà de romans young adulte. Je sais pas si c'est vraiment... C'est pas young adulte parce qu'il y a quand même vraiment beaucoup de sexe, mais de romans comme ça peu sérieux, romance, gay en plus. Non franchement c'était le premier donc je me suis dit bon en vrai c'était juste fun quoi. Après ça, du coup, j'ai lu Heated Rivalry, il m'a pris un petit peu plus de temps. J'ai lu du 7 au 15 janvier. Pourtant, il n'est pas beaucoup plus long, mais en fait, juste j'ai fait plein de trucs entre temps. J'ai fait plein d'allers-retours entre chez moi, du coup, là, je suis chez moi ou chez mes parents, etc. C'était un petit peu compliqué. Je l'ai un petit peu moins aimé que Game Changers, mais parce que ça se lit comme de la fanfiction encore, mais c'est toujours rigolo, genre. C'est juste un petit peu moins original. En fait, vu que je trouve que les 6 sont entre guillemets un petit peu les mêmes, dans le sens où l'auteur a jamais vraiment su se renouveler, et il y en a un 7ème qui va sortir soit cette année, soit l'année prochaine, je sais plus. Et je pense que ça sera pareil, c'est-à-dire qu'elle a jamais vraiment su aller au-delà du coup de l'écriture fanfiction. Du coup, c'est le seul reproche que j'avais. J'ai aimé le livre, du coup, Heated Rivalry à peu près autant que j'ai aimé la série. Normalement bien pour mes standards, mais beaucoup moins que la plupart des gens que j'ai vus sur internet qui étaient absolument obsessed. Mais voilà, je trouvais ça très sympa, franchement, pas de critique concrète sur le livre, ça se lit vraiment tout seul. C'est vrai qu'il y a beaucoup de sexe, surtout, alors c'est pas vraiment un spoiler, surtout si vous avez vu la série, mais genre le livre commence par une scène de sexe. En gros, et je sais plus exactement les dates, mais en gros c'est... Et après t'as un flashback de comment ils ont commencé à coucher ensemble, machin, mais alors que la série c'est vraiment genre chronologique. Le livre c'est vraiment premier chapitre, première ligne, Iken. Et du coup ça m'a un petit peu surpris, un petit peu déstabilisé, mais après je l'ai pas lu, enfin c'est pas que je l'ai lu pour le sexe, mais je savais qu'il y en aurait énormément en fait. Donc en vrai ça allait. Après rien à voir, mais j'ai lu La dispute de Marivaux pour la fac. Très sympa, mais ça fait que 43 pages, donc enfin je pense que ça sera très intéressant à étudier, mais à lire comme ça c'était un peu là en mode c'est tout quoi. Mais c'était très sympa. Du coup après, tome 3 de Game Changer, il s'appelle Tough Guy. J'ai mis que c'était un petit peu le festival du ronflement et beaucoup trop cliché, mais quelques scènes mignonnes. C'est vrai, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je l'ai lu de la nuit du 17 au 18. La dispute, je l'ai lu le 17 en une journée. Ce que j'ai beaucoup aimé dans Tough Guy, c'est que Ilya Rosanov, pardon, est une menace, absolument dans le fond.
c'est excellent en fait, c'est pour le tome 3 et 4, vous allez voir quand je vais parler du 4 juste après. Mais c'est vraiment la seule chose que j'ai vraiment appréciée, c'est de voir les personnages en fond, c'est-à-dire il y a pas mal, parce qu'il me semble que le gars joue dans son équipe. Shane qui est mentionné plusieurs fois, et dans le suivant, Scott qui est une gay icon derrière, c'est très rigolo, mais c'est vraiment les seuls trucs que je trouvais plus ou moins appréciables dans celui-là, parce que vraiment je me suis fait chier. Et c'est comme le 4 qui s'appelle Common Goal, que j'ai trouvé qui était juste très très mauvais. J'ai écrit je garde mon calme et j'appelle un adulte, il me semble qu'il y avait un petit peu des trucs de BDSM en fait. Ce qui n'est pas vraiment mon truc, je respecte les gens qui sont dedans. Mais à lire, ça a jamais été même dans les fanfictions et tout ce qui est dom, sub, machin, j'ai vraiment du mal à le lire. Je trouve ça très très bizarre. Mais j'ai marqué que Scott Hunter était innocent, parce qu'il était là, il était stylé. Il me semble que l'un des deux gars est ami avec lui ou quelque chose comme ça. En tout cas, j'ai pas aimé. J'ai mis 1 étoile sur 5 pour vous dire. Donc j'ai vraiment pas aimé du tout, quoi. Après j'ai lu La Princesse de Montpensier de Madame de Lafayette. C'est un petit peu la Duality of Woman actuellement, du coup, parce que j'alterne entre livre de la fac et livre de hockeyeur gay. Mais Princesse de Montpensier, du coup, je l'ai lu le 18. Comme la dispute de Marivaux, c'est extrêmement court, ça faisait 41 pages et la dispute 43. Donc c'est extrêmement dur de se donner un vrai avis dessus, mais pareil, je pense que ça serait très intéressant à analyser en classe. Ça se lit très agréablement. J'ai préféré La Princesse de Montpensier à lire comme ça que la dispute de Marivaux, même si je pense que la dispute de Marivaux sera extrêmement du coup intéressant à analyser en classe. On a commencé déjà et comme ça. Après, du coup, j'ai lu le tome 5 de Game Changers qui s'appelle Role Model. Et celui-là, j'ai mis 4 sur 5. C'est-à-dire qu'on passe de 1, pour le moment ça fait 4-3 de 1, 4 pour le 5e. Et j'ai mis que c'était vraiment des bons personnages, une bonne écriture, beaucoup moins de cringe et de clichés, un vrai plot et pas juste du cul. Et des bonnes dynamiques entre les personnages. Il me semble que ça du coup parce que dans le tome 4 c'était vraiment très dominant, dominé, j'étais vraiment pas fan. Mais dans le tome 5 c'était vraiment très très sympa. Il y avait Ilia qui était une menace absolue dans le fond. C'est le roi du rage bait et je l'admire énormément pour ça. Et aussi Scott qui était très stylé. Il me semble que c'est dans celui-là où Scott et Kip se fiancent, ça le mot, oui, se fiancent. Et après ils préparent leur mariage et tout et c'était très très mignon. J'ai beaucoup aimé. Je sais plus exactement lequel mais les petits subplots comme ça derrière j'ai beaucoup aimé. Pareil, Ilia qui dit à tout le monde qu'il est bi et après tout le monde est en mode attends mais du coup il est super proche de Shane et à chaque fois qu'il le dit à quelqu'un il voit que les gens font la connexion et il regrette à chaque fois. Ça m'a beaucoup fait rire. Et du coup après j'ai fini par The Long Game qui est du coup le 6e. Et honnêtement à ce stade là j'étais vraiment juste contente d'avoir fini la série. Ça veut pas dire que j'ai pas aimé mais je trouvais qu'il était beaucoup trop long ce tome là. Malgré quelques moments mignons et des dialogues assez fun. C'est toujours des dialogues bien écrits mais comme j'ai dit c'est écriture fanfiction. Ça veut dire que c'est souvent très witty, ça s'enchaîne un peu parce que le but c'est de faire rire et de créer des vraies dynamiques, mais du coup il est typique de la fanfiction. Ce que j'ai vraiment ressorti du coup dans celui-là, il a été super drôle, mais aussi il y avait beaucoup de miscommunication, je sais pas comment le dire en français, mais en gros ils n'arrivaient pas à communiquer. Et j'avais envie de les secouer et de leur dire les gars vous allez avoir 30 ans. Je crois qu'à la fin du tome 6, il y en a littéralement, ils fêtent leur anniversaire des 30 ans. Je disais les gars vous avez 30 ans, parlez-vous. On n'est plus au lycée, genre au début vous aviez 18 ans, vous étiez emotionally constipated, d'accord, mais là vous allez avoir 30 ans. Et du coup c'est pas le seul reproche aussi, c'était vraiment beaucoup trop long, je crois qu'il faisait vraiment 400 pages, j'ai mis une éternité à le lire. J'ai commencé le 21, je l'ai fini le 23, mais ça m'a paru vraiment très 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 long. Ça c'était la saga du coup Game Changers avec la princesse de Montpensier et Marivaux dedans. Actuellement je suis en train de lire Into the Wild de Jon Krakauer. Il va falloir que je le lise assez rapidement parce que en fait j'avais emprunté à la bibliothèque. Je sais plus du tout quand, donc il va falloir de toute façon que je le lise bientôt. Enfin je suis en train de le lire d'ailleurs. J'en suis page 111 il me semble, sur genre 248. J'avais vu sur Goodreads, un truc comme ça. Alors j'aime beaucoup, en fait j'avais adoré le film que j'avais vu sur grand écran présenté par Sean Penn lui-même, le réalisateur. Donc c'était une expérience que j'avais vraiment beaucoup aimée et du coup j'étais curieuse du livre. Surtout que mon père adore ce livre il me semble. Mais je sais pas encore, je vous en parlerai quand je l'aurai fini, j'imagine, mais c'est pas autant un énorme coup de cœur que le film que j'avais vraiment adoré, genre. Et je suis aussi en train de lire Game of Thrones tome 2, Clash of Kings. Alors il est énorme comme vous pouvez le voir. J'en suis à la page 375 sur il me semble plus de 900. Donc j'avance lentement mais sûrement. C'est très très bien, c'est juste que du coup comme c'est très très long, ça me prend un temps fou. Mais j'avance régulièrement, tous les soirs je lis quelques chapitres et voilà. C'est un projet sur le long terme on va dire. Mais je suis vraiment très très investie. Le premier je l'ai dévoré, il m'a pris quand même 2 semaines mais il était énorme aussi. Celui-là va me prendre probablement un peu plus de temps. Mais je profite et j'adore les personnages, j'adore les dynamiques, c'est absolument super. Donc voilà. Donc pour ce qui est de ce que j'ai vu, je dors pas beaucoup. C'est pas un secret, mais du coup j'ai vu plus d'un film par jour. En moyenne j'essaie de regarder un film par jour, mais parfois j'arrive à en regarder 2, ce qui arrive pas toujours. Mais du coup c'est arrivé plusieurs fois ce mois-ci. Donc voilà, on va en parler. J'ai commencé par regarder Stranger Things 5.
enfin le dernier épisode, je les compte comme un film parce qu'il dure plus de 2 heures. C'était très mauvais. J'ai pas été fan depuis le début, j'ai découvert genre avec la saison 4 en 2022 je crois. Mais je kiffais de ouf, j'étais très curieuse de cette saison mais j'ai été très déçue. J'aurais pu pardonner plein de choses s'il y avait eu Byler, il n'y a pas eu Byler. Voilà. Je l'ai vu 2 fois en plus, je l'ai vu une fois à 4h du matin quand il est sorti et le lendemain matin parce que ma soeur était à une soirée et moi j'étais chez moi. Et du coup elle est rentrée et on l'a regardé le matin et du coup c'était un petit peu mieux de le regarder avec elle parce que du coup je savais déjà ce qu'allait se passer et du coup je la regardais comme ça. Chaque fois qu'elle allait se passer quelque chose pour guetter ses réactions en fait. Mais voilà, globalement fin de merde. Après ça du coup j'ai regardé, il me semble qu'on l'a regardé sur plusieurs jours mais je l'ai noté le 2 janvier, j'ai re-regardé le documentaire Rolling Thunder Review, qui est un documentaire sur Bob Dylan fait par Martin Scorsese et qui en fait raconte l'histoire d'une tournée qui s'appelle Rolling Thunder Review. C'est un groupe d'artistes qui sont partis faire une tournée dans les États-Unis, du coup avec Bob Dylan. Il y avait aussi Allen Ginsberg qui est un auteur, Ramblin' Jack, Johnny Mitchell, Joan Baez, enfin ils étaient pleins. Ils sont partis faire ce concert, cette tournée de concert. Pour moi, c'est déjà le meilleur documentaire que j'ai jamais vu. Et aussi, j'adore Bob Dylan, j'adore Martin Scorsese. Et je pense que c'est quelque chose que je me lasserai jamais de voir. C'est le documentaire ou le film de concert, on va dire, où on voit le mieux la personnalité de Bob pour moi. Où c'est vraiment, on peut voir qui il est. Et il y a toute la dernière demi-heure qui est absolument incroyable. Si vous devez regarder qu'une partie, parce qu'il dure quand même 2h20 je crois, c'est parce qu'il y a beaucoup de chansons. Quand on voit des extraits enfin des chansons live, en fait on voit les chansons en entier. Il y a pas... Scorsese a choisi de pas montrer que des extraits mais vraiment la chanson en entier. Ce qui fait que du coup le documentaire est très long parce qu'on peut voir toutes ces chansons dans leur intégralité. Et il y a aussi pas mal d'interviews, de vidéos de backstage qui sont aussi jouées dans leur intégralité et non pas montées. Ce qui fait qu'on a vraiment déjà l'impression d'être avec eux. Mais du coup ce que je disais c'est que si vous ne savez pas quoi regarder, il y a de la dernière demi-heure, c'est sur la chanson Hurricane, donc il explique. Donc on voit littéralement le mec dont la chanson parle, le Hurricane, c'est son surnom en fait. Il est interviewé, etc. Et on voit du coup lui qui écrit la chanson, on voit une version live de la chanson qui est absolument incroyable, vraiment magnifique. Et aussi le documentaire du coup se termine par une version live de Knocking on Heaven's Door qui est absolument merveilleuse. Et il y a aussi, mais je sais plus exactement la timestamp donc je pourrais pas vous le dire, il y a une version de One More Cup of Coffee qui est ma chanson préférée de Bob Dylan, enfin une de mes chansons préférées de Bob Dylan, qui est absolument merveilleuse. Donc voilà, pour moi c'est un chef-d'œuvre. Après ça, j'ai regardé Grave, un film de Julie Ducournau, il me semble que c'est son nom, qui est sorti en 2016. Je l'ai regardé parce qu'il était disponible en ligne avec la bibliothèque municipale. Mais honnêtement, je l'aurais pas vraiment regardé sinon. J'ai bien aimé la fin, mais pas trop le reste. Genre j'ai trouvé... Enfin en fait, je sais pas comment expliquer, j'ai trouvé que la fin... Genre la dernière scène m'a absolument... Waouh, vous voyez, mais tout le début du film, j'étais vraiment pas convaincue. Mais honnêtement, je trouve que c'était vraiment pas mal. Et je vais regarder les autres. Il me semble qu'elle en a fait un autre qui s'appelle Titane. Et un qui sort cette année ou qui vient de sortir ou qui va sortir, je sais plus exactement. Mais je vais regarder les autres parce que du coup je suis intéressée. Je suis intriguée on va dire, plus qu'intéressée, intriguée. Je sais pas si j'ai vraiment bien aimé mais en tout cas voilà, ça m'a intéressée. Après j'ai regardé Die Hard, je sais plus pourquoi. J'avais toujours pensé que c'était assez stupide et que c'était vraiment juste un film de mec. Mais honnêtement c'était assez rigolo et j'ai passé un très bon moment. Voilà, je saurais plus vous expliquer le processus de réflexion de pourquoi j'ai décidé de regarder ce film, mais voilà, je l'ai fait. Après, j'ai regardé J'ai tué ma mère de Xavier Dolan, qui est un film de 2009 que j'avais déjà vu au collège ou au lycée, je sais plus exactement. Et en fait, c'est parce que l'acteur de Hit et Valerie, Scott Hunter, est dedans. Il joue le copain du fils. Et en fait, en regardant la série, je me disais putain, mais je connais cette tête, genre pas comme plus jeune et tout, mais je l'ai déjà vu. Et en fait, bah voilà, il était là. Et j'adore ce film qui était fondamental quand je grandissais, on va dire, parce que la solitude, je sais pas, l'incompréhension, le fait d'être incompris, le fait de pas comprendre les autres, c'est tellement de choses que j'ai toujours pas forcément, enfin j'allais dire ressenti, ça fait hyper dépressif comme ça, mais c'est toujours des choses qui m'ont extrêmement intriguée, notamment dans les arts, dans les films, dans les livres, notamment quand c'est lié à l'homosexualité, la différence, etc. J'ai vraiment adoré. En plus, ils avaient tous l'accent québécois, ce qui me fait toujours rire. Ensuite, le 5, c'est juste avant que je reparte à Lyon. Je fais plusieurs allers-retours, vous allez voir. Avec Adèle, on a regardé Top Gun Maverick. J'adore Top Gun, c'est mon film préféré, c'est le cultissime pour moi. Mais du coup, on l'a regardé ensemble avant que je parte et voilà. Après, du coup, j'ai regardé, quand je suis rentrée chez moi le soir, j'ai regardé Dallas Buyers Club, film de 2013. Je ne connais pas le réalisateur, mais c'est avec Matthew McConaughey et j'adore ce film. C'est un film sur le sida. C'est un mec hétéro, homophobe, qui aime les femmes, qui attrape le sida parce qu'il consomme de la drogue. Il doit se battre pour survivre, etc. Tout en... C'est très important pour lui que les gens sachent qu'il n'est pas gay. Et là, moi, je suis peut-être droguée, mais je suis pas gay. Et du coup, c'est très sympa à voir. Franchement, c'est un très très bon film, il me semble qu'il a gagné pas mal d'Oscars et tout. Il y a Jared Leto, ce qui est un gros défaut du film, mais sinon c'est excellent. Après le 6, j'ai regardé Carol, film de 2015, absolument merveilleux, magnifique. C'est le même réalisateur que May December il me semble, et c'était absolument incroyable. Déjà vu les lesbiennes, en plus l'esthétique du film, le visuel, les costumes, l'ambiance, la musique, tout était absolument incroyable. J'ai envie de vivre dans ce film. En plus les deux performances étaient magnifiques, c'est Kate Blanchett et Rooney Mara qui sont deux actrices
absolument incroyable. Vraiment, j'ai du mal à trouver un défaut à ce film, honnêtement, parce que il a rejoint le Hall of Fame de mes préférés. Après, le lendemain, j'ai regardé Deadpool, alors que j'avais déjà vu quand j'avais fait mon marathon super-héros. J'allais dire Marvel, mais c'était super-héros en général. Alors, je suis pas fan du tout de Deadpool, je trouve que c'est très mauvais et je supporte pas Ryan Reynolds en fait. Je trouve il se pense beaucoup plus drôle qu'il ne l'est, beaucoup plus iconique, beaucoup plus intelligent, beaucoup plus... Alors qu'en fait, pour moi, c'est juste un bouffon. Et j'avais dit dans ma première review que je trouvais que les deux seules blagues du film, c'était le sexe et le gore, et pour moi, ça suffit pas à faire un film drôle. Et là, c'est les défauts que j'ai trouvés, mais cette fois-ci, la dernière fois, je crois que je l'avais même pas fini tellement ça m'avait saoulé. Là, je l'ai fini, parce que du coup, je me suis dit que j'allais regarder comme ça un moment dans ma vie, le 2 et Deadpool and Wolverine. Par contre, ça va tellement au bout de ces blagues qu'au bout d'un moment, si tu prends pas le truc au sérieux et que t'arrêtes de réfléchir, tu te dis what the hell, sure. Genre, t'es là en mode ok, au point où on en est, autant aller jusqu'au bout des blagues. Et c'est le seul truc que j'ai un petit peu apprécié, c'est que chaque fois que tu te dis non, ils vont pas oser, bah ils osent. Après, j'ai été voir La Femme de ménage au cinéma. Alors, j'y étais juste parce que je voulais voir Amanda Seyfried. Je savais que ça allait être très mauvais, et en effet, c'était très mauvais. Mais Amanda Seyfried slay tellement. Sa performance m'a rappelé la naissance de Jésus, tellement j'étais, mais waouh! Et j'ai trouvé que Sydney Sweeney, bon, alors ok, elle est un petit peu nazie, etc., donc pas ouf, mais c'est pas une si mauvaise actrice que ce que vous avez pensé. Je pense que son personnage était très mal écrit. Littéralement, elle passe la moitié du temps toute nue, ou alors juste à regarder comme ça, bah, qu'est-ce qui se passe, mon dieu? Je pense que le livre est très mal écrit, mais en vrai, j'ai lu le premier livre de The Handmaid, il me semble qu'il y en a... The Housemaid, pardon. Il y en a plein, j'ai lu les deux premiers. Le premier, j'étais là en mode, ok, pourquoi pas. J'ai lu le deuxième, mais c'était le même principe, je me suis dit, oh, vas-y, casse les couilles, et j'ai pas lu la suite, genre. Mais voilà, je pense que c'est des livres très mal écrits, le scénario était mal écrit, le film est mal réalisé. Mais à voir au ciné, je sais pas s'il passe encore au moment où la vidéo sortira, mais... C'était fun, en vrai. Je l'ai pas pris au sérieux, du coup, je me suis investie, et du coup, c'était bien. Voilà. Après du coup le 8 janvier j'ai regardé Mathias et Maxime qui est du coup un autre film de Xavier Dolan de 2019 et j'ai absolument adoré. C'était très très triste, il me semble que je l'avais commencé il y a un moment dans le train et je l'avais jamais fini au final. Mais là j'ai absolument adoré, c'était tellement triste, tellement beau, tellement dans la contemplation, la musique était magnifique. C'est littéralement, je pense pas que j'ai cessé d'y penser depuis que je l'ai vu. Et donc je vais probablement le revoir. Après j'ai regardé Age of Ultron, du coup le deuxième Avengers avec ma sœur. Alors du coup j'ai trouvé ça très intéressant parce que par rapport à la première fois, il me semble que c'était la troisième fois que je le voyais dans ma vie, mais la première fois que je l'ai vu je savais pas ce qui arrivait après. Genre aucune information, rien, à part du coup comme j'ai parlé dans mes autres vidéos de films, une ou deux morts que je savais déjà qu'elle allait se passer, mais j'avais aucun spoil par exemple de Civil War, je savais pas du tout ce que c'était, en fait à part dans les comics, je connaissais du coup, mais je savais pas comment ils allaient adapter ça dans les films, qui allait être dans quel camp, etc., parce que c'est pas vraiment pareil, il y a moins de nuances, etc. Mais du coup, maintenant qu'on sait ce qui se passe après, si je parle que du movieverse, hein, pas du tout du comicverse, mais on peut voir du coup la fondation de tout ce qui arrive en fait, on commence à voir en mode, ah oui, mais des petites phrases qui sont dites ou des choses qui sont faites, et tu te dis en mode, ah mais en fait ça annonce ce qui se passe après, genre. Ou alors tu le vois en perspective, tu te dis, ah mais parce que je sais qu'il se passe ça après, du coup je remarque ça. C'est les seuls trucs que j'ai trouvé vraiment intéressant dans ce film. J'ai mis 3 étoiles. Avant, il me semble que les fois précédentes, j'en avais mis 4. Mais là, j'ai trouvé que c'était très drôle, très, très amusant, très touchant par moments. La scène de la fête est absolument incroyable. Mais j'ai trouvé que c'était un peu trop long. Parce que du coup, je le regardais avec ma sœur qui les a jamais vus. Je trouvais qu'il y avait les scènes de combat qui sont très sympas. Mais le reste du film est un peu rompiche, quoi. Un défaut que j'avais pas remarqué mes visionnages précédents, mais peut-être que je le remarquerai pas du coup si je le revois seul ou dans une autre situation, mais voilà. En tout cas avec ma sœur, ça m'a paru un petit peu long. Après ça, du coup, j'ai regardé And the Bone Played On. C'est le titre français, c'est Et le groupe continue à de jouer, quelque chose comme ça. C'est un film de 1993 sur la crise du sida, encore. Mais cette fois-ci du point de vue des docteurs. En fait, ça raconte l'histoire du coup des docteurs qui cherchaient d'où ça venait, qu'est-ce que c'était, comment ils ont découvert que c'était sexuellement transmissible, que c'était pas juste les gays, en fait, ça était transmis par le sexe. Ce genre de choses, comment ils ont cherché un remède, etc. Et je trouvais que c'était un film très intéressant. Ça aurait pu être du coup un des défauts du film de pas être du point de vue des malades, mais juste des docteurs qui étaient du coup hétéros et tout. Mais en fait, j'ai trouvé que c'était très intéressant parce que du coup, déjà c'était une autre perspective que ce qui est d'habitude exploré, ce que j'ai trouvé très intéressant. Et aussi, je trouvais ça très intéressant, je l'ai déjà dit je crois, de voir du coup les recherches des docteurs qui devaient aller au-delà de leur propre préjudice à eux, et aussi ils avaient aucun support, que ce soit financier, machin, du gouvernement, et du coup j'ai trouvé ça très intéressant. Est-ce que je le reverrai? Probablement pas, mais franchement c'était quand même super, très touchant, très, très attachant, j'ai beaucoup aimé. Après j'ai regardé la mini-série His and Hers, qui est sortie du coup début janvier. Il me semble qu'on l'a regardé le 10 et il me semble qu'elle est sortie plus ou moins le 10. Et honnêtement on l'a commencé juste parce qu'on est tous les deux fans de Jon Bernthal. Moi pour The Punisher, Marvel, et Adèle parce qu'elle est fan de The Walking Dead, et en vrai c'était pas mal. On l'a regardé en une soirée, vraiment. Est-ce que je le reverrai? Absolument pas. Est-ce que je lirai le livre? Non plus. Mais à voir comme ça, en fait, le fait qu'il y ait un peu de twist, on se dit ah, mais non! Et après, il y en a un deuxième et on se dit mais non! C'était assez sympa. Surtout que quand on se dit ah, mais tout va bien, pourquoi il reste une demi-heure? Et là, on apprend
la fin, enfin c'était assez stylé. En vrai, c'était bien mené, c'était sympa. Est-ce que je le reverrai? Non. Je trouve qu'il y a beaucoup trop de sexe par rapport à ce que l'histoire vaut. Je sais pas si dans le livre c'est comme ça ou s'ils ont décidé de le faire dans la série, mais voilà, je le reverrai pas, mais c'était très sympa. Les deux acteurs principaux, c'est John Bernthal et Tessa Thompson, les rois et la reine, vraiment. Après ça, du coup, dans le train, pour revenir à Lyon, je sais plus quand j'y étais pas, mais j'ai regardé Tangerine, qui est du coup un film de Sean Baker qui est sorti en 2015 et qui est entièrement tourné à l'iPhone. Je sais plus si tous ces films sont comme ça ou... Je sais plus du tout, mais en tout cas c'était très intéressant. L'esthétique, le color grading, l'écriture, tout est super, les personnages sont super, l'intrigue est top, tellement bien menée. C'est pas trop long, il me semble qu'il dure genre 1h20 et ça se regarde vraiment tout seul, je pense que tout le monde devrait le voir. C'est sur des femmes trans noires à Los Angeles. Du coup je pouvais pas vraiment relate à grand chose, parce que je suis pas une femme trans noire et je vis pas à Los Angeles. Mais sinon c'était vraiment très intéressant, très bien mené, très bien écrit. J'ai vraiment beaucoup aimé et je pense que je vais voir tous les autres de Sean Baker, parce que pour le moment j'ai vu que The Florida Project à part celui-là. Et je pense que du coup je vais tous me les faire parce que du coup ça m'a vraiment intriguée. Après ça j'ai vu Django Unchained de Tarantino au cinéma, c'était expérience religieuse. C'est mon Tarantino préféré. Je suis pas une énorme fan de Tarantino, je suis pas, pour moi c'est pas le meilleur réalisateur du monde, etc. Mais je trouve que bah il se débrouille quoi, enfin logique vous allez me dire. Mais du coup j'ai vraiment beaucoup aimé de le voir sur grand écran parce que la musique est absolument parfaite, la bande son, la fin et le fait qu'à chaque fois on pense que c'est fini mais il se passe toujours quelque chose après, j'ai vraiment beaucoup aimé. Jamie Foxx sur grand écran c'était une expérience religieuse, littéralement. Après j'ai re-regardé The Age of 17 qui est de, j'ai plus le nom de la réalisatrice mais c'est la même que celle qui a fait Are You There God It's Me Margaret, qui est un film que j'adore. Je préfère Are You There God It's Me Margaret qui est pour moi un film absolument parfait. Mais j'adore The Age of 17 parce que c'est le mélange parfait de... Comment dire, l'embarrassement, la gênance un peu d'être une adolescente, genre la joie, la tristesse, la colère, toutes ces choses qui se passent et c'est parfait en fait. La trahison d'une amie, mais au final tu l'aimes bien quand même parce que c'est ton amie mais elle t'a trahi quand même, etc. J'ai trouvé que c'était... Limite ça m'a fait regretter d'être au lycée. En tout cas ça m'a rendu nostalgique, ce qui est pas facile quand même. Après j'ai regardé The Wild Robot qui est du coup un dessin animé, enfin un film d'animation qui est sorti en 2024 et qui avait été récompensé il me semble aux Oscars, ou en tout cas nommé, je sais plus. Mais c'était absolument génial. Surtout que c'est Lupita Nyong'o qui double le personnage principal et Pedro Pascal qui double le renard qui était trop mignon. C'était magnifique. Le seul truc c'est que je l'ai regardé genre un mardi, un truc comme ça toute seule dans mon salon et j'ai vraiment eu envie de me suicider. Vraiment, c'est absolument magnifique et c'est vraiment le genre de film que j'aurais aimé voir sur grand écran quand il est sorti. Mais je savais pas que ça existait. Ou alors il est pas sorti près de chez moi, j'habitais à la campagne. Je sais pas. Mais en tout cas c'était absolument merveilleux. Après j'ai été au cinéma et j'ai regardé Ma Frère, qui est sorti du coup pas là. Je pense pas qu'il passe encore mais il a dû sortir début janvier. C'était pas mal mais sans plus. J'ai beaucoup aimé l'actrice principale, Shirel Nataf, qui était très mignonne et qui m'a beaucoup rappelé Adèle Exarchopoulos jeune, Slay, mademoiselle. Mais sinon c'était très mignon mais j'avais écrit que j'aurais probablement oublié ce film dans 2 semaines. Et c'est vrai, je suis incapable de vous dire ce qui se passe. Je me souviens que j'ai passé un très bon moment. Mais voilà, c'était un bon moment, mais est-ce que je le reverrai? Non. Est-ce que je le conseillerais vraiment si vous avez que ça à faire un jour? Mais il y a plein d'autres films que vous pouvez voir si vous avez que ça à faire. Après j'ai regardé Adieu Monsieur Hoffman, qui est l'adaptation en film d'une pièce de théâtre. Mais c'est avec Gilles Lelouch et Daniel Auteuil qui sont 2 acteurs... Bon, Gilles Lelouch me terrifie absolument, surtout dans ce film. Mais j'adore Daniel Auteuil et du coup c'était très sympa de le voir. C'est un DVD que ma cousine m'avait offert pour mes 18 ans et je l'avais jamais regardé, littéralement. Mais du coup je l'ai enfin regardé et c'était très sympa. C'est un film français très classique sur la Seconde Guerre mondiale, sur cacher des juifs, machin. C'est pas... Y a rien de transcendant ou de nouveau qui ont jamais été fait avant. Mais ça se regarde très facilement. C'est très sympa. J'étais très impliquée et voilà, je pense que je vais le conseiller à ma mère parce qu'elle est prof d'histoire et fan de la guerre. Après j'ai regardé Top Secret, film de 1984 qui est du coup le premier film de Val Kilmer, mon acteur préféré. C'est absolument merveilleux, c'est genre... Comment vous expliquer ça? C'est Papy fait de la résistance, mais en anglais. Ça veut dire que l'histoire est débile. Mais enfin, franchement, c'est juste, faut le voir. Ça dure 1h30, c'est vraiment pas long. Et c'est tellement drôle. Ça veut dire que toutes les 5 minutes, même pas, toutes les 30 secondes, il y a une blague. Mais c'est des blagues pratiques, c'est pas genre des blagues dites. C'est par exemple toute une scène pour montrer qu'il parle allemand. La scène, elle est en reverse. Et donc on voit par exemple le chien qui avance à l'envers. Et eux, en fait, au début, on remarque pas parce qu'ils parlent entre eux. Tu te dis, ils parlent dans une autre langue. Et là, tu vois le chien qui rentre dans la boutique à l'envers. Et tu te rends compte que toute la scène est reverse. Et il y a aussi un moment, par exemple, ils expliquent le plan, et ils commencent à dessiner sur dans l'herbe avec ou dans des graviers avec un bâton, et d'un coup ça dézoome, et en fait il y a une énorme maquette de tout le truc, et ils sont en train de faire bouger des figurines pour expliquer leur plan, et en fait c'est que des choses comme ça qui sont absolument absurdes. Ou alors ils se déguisent en vache, pour réussir à infiltrer un troupeau, et à un moment, enfin, c'est que des trucs comme ça, c'est absolument absurde, mais c'est excellent. Voilà, c'est littéralement Papy fait de la résistance, mais
anglais, enfin américain. Après j'ai re-regardé The King of Comedy, qui est du coup un film de Scorsese avec De Niro, qui est sorti en 1982. Alors il me semble que ça avait été un énorme flop quand c'est sorti, ce que je peux comprendre parce que c'est vrai que l'intrigue est pas très intrigante on va dire. Mais franchement c'était excellent, c'est sur un comédien qui, comment dire, qui kidnappe son idole et qui veut en fait lui faire du chantage pour qu'il puisse devenir célèbre lui aussi. En gros il lui dit je te libère si tu appelles tes producteurs et que tu leur dis de me mettre à l'antenne en première place et comme ça je deviens le meilleur et après je te libère si seulement tout le monde m'aime, en gros. Et c'est absolument très très silly, c'est De Niro, le personnage de De Niro, j'ai plus son nom mais il est absolument pathétique, il est il est juste bête, c'est même pas que t'es énervé contre lui, c'est vraiment t'as de la peine. Tu dis mais le mec il veut juste qu'on l'aime, qu'on l'admire et pour ça il est obligé de menacer de tuer son idole. C'est vraiment excellent. J'adore Scorsese, j'adore De Niro, j'adore les deux ensemble. Absolument merveilleux. Ensuite, j'ai regardé Amadeus, qui est un film de Milos Forman de 1984. Absolument excellent. J'ai le DVD d'ailleurs. Je l'ai regardé en DVD. J'adore Mozart. Vraiment, je jouais de la clarinette quand j'étais petite. Et ce que j'ai toujours adoré jouer, c'est le concerto pour clarinette de Mozart, qui est pour moi le plus beau morceau de musique classique et même de musique en général qui a jamais été écrit. Et même quand j'étais petite, mes doudous s'appelaient Amadeus et Mozarette. C'était un couple. J'ai toujours Amadeus dans mon lit là-haut. Donc c'est Mozart comme ça. Mais franchement, le film était excellent, c'était super silly, c'était trop bien. Je peux rien dire qui a jamais été dit sur ce film parce que absolument tout a été dit et il est universellement apprécié, etc. Mais c'est absolument excellent. C'est juste hilarant, tellement drôle, tellement le rythme, la structure de comment c'est raconté, le fait que ça soit, je sais plus comment il s'appelle, qui raconte quand il est vieux, à quand il était jeune, etc. C'est absolument merveilleux. La structure, le film dure plus de 2 heures, il me semble genre 2 heures et demie, pourtant aucun moment je me suis ennuyée quoi, c'était excellent. Après du coup j'ai regardé Vol au-dessus d'un nid de coucou. Et je l'aurais pas vraiment regardé si j'avais pas trouvé le DVD sur Vinted pour 1 € je pense. Mais je suis très contente de l'avoir regardé. C'était absolument excellent. Jack Nicholson, énorme slay. Milos Forman aussi. Forcément j'ai regardé du coup ces 2 plus grands films à la suite. C'était absolument excellent. Quitte à revoir, je préférais revoir Amadeus que Vol au-dessus d'un nid de coucou. Même si je comprends du coup pourquoi Vol au-dessus d'un nid de coucou est un classique. C'est absolument excellent. Rien à dire. Les performances sont absolument magnifiques. Ensuite on arrive du coup au 22 janvier. Je vous ai pas dit tous les jours mais j'ai regardé à peu près un film par jour, il me semble que ça fait beaucoup plus qu'il n'y a eu de jours. Mais bref, j'ai acheté un nouveau téléphone, enfin j'ai eu un nouveau téléphone autour de la période de Noël. Donc quand on a un nouveau téléphone Apple, ils offrent 3 mois gratuits d'Apple TV. Du coup je me suis dit, je vais regarder ce qu'il y a dessus, et j'ai vu qu'il y avait une mini-série qui s'appelait Mister Scorsese, et du coup je l'ai regardé dans le train, en un trajet de train il me semble, plus ou moins, et c'était absolument excellent. Tellement bien mené, tellement bien réalisé. Ils auraient fait cette série et elle aurait duré 25 heures, j'aurais tout regardé quand même. Rien de plus à dire, faut absolument aller la voir si vous aimez bien Martin Scorsese. En plus, il y a énormément de gens qui sont dedans, qui font des interventions. Par exemple, il y a De Niro, il y a Jodie Foster, il y a sa fille que j'adore, Francesca Scorsese, qui est une actrice et je la suis sur Instagram, elle est trop mignonne. Je les aime trop. Et même, il parle de tous ses mariages, le fait quand ils sont mariés, par exemple, quand il était divorcé, etc. Il a eu, je sais plus combien de femmes, beaucoup. Mais comment ça a influencé son art, comment la politique a influencé son art, comment par exemple il a fait le film The Passion of the Christ, The Last Temptation of the Christ. Et je confonds toujours les deux, pourtant vous allez voir que j'en ai vu un juste après, mais il me semble que c'est The Last Temptation of the Christ avec Willem Dafoe qui fait Jésus. Comment le backlash a été tellement intense qu'il a failli arrêter le cinéma, ce genre de choses, c'était très 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 intéressant. Après du coup j'ai regardé The Passion of the Christ, qui est du coup un film de Mel Gibson, pas de Scorsese, du coup Scorsese a fait l'autre film sur Jésus, que je veux regarder les deux, mais du coup pour le moment j'en ai vu qu'un. Donc déjà le film était en hébreu moderne, ce que je savais pas, ce qui fait que j'ai pendant un moment cru, parce que je l'ai regardé sur un site extrêmement légal, mais j'ai vraiment cru que ça buguait. J'étais en mode, pourquoi ça me parle en hébreu? Et après j'ai regardé sur internet, en fait le film est en hébreu, donc voilà, mais sur le coup j'étais un petit peu perturbée. Sinon franchement j'ai trouvé que le film était assez antisémite, mais j'ai regardé sur internet et en fait Mel Gibson est antisémite, je sais plus comment on dit, antisémite il me semble. Mais du coup, bon c'était pas vraiment une surprise du coup, mais le seul truc qui m'a vraiment énervé, c'est qu'en fait il parle du coup de Jésus de Nazareth, qui est, moi je crois pas en Jésus par exemple, je crois pas en Dieu machin, mais ça reste une figure historique extrêmement importante, et qu'on croit ou non en son caractère divin, il a quand même fait des choses qui sont prouvées en fait. Et là, ça disait rien en fait de ses valeurs, de ce qu'il a fait et tout, c'était juste en mode oui, il faisait chier les Romains. Du coup ils l'ont pendu. Et du coup ça m'a j'étais un petit peu en mode, c'est un petit peu dommage en fait d'effacer toutes les valeurs et tout ce que Jésus il a fait, il a, comment on dit en français, il a stood for, il a, comment dire, oui, toutes les valeurs qu'il a défendues, pourquoi il s'est battu, pourquoi il a fait tout ce qu'il a fait, etc. Juste l'effacer en disant que c'était juste un mec chiant qui faisait chier les Romains, du coup ils ont eu raison de l'exécuter. Ça j'ai trouvé ça un petit peu dommage. Sinon le rythme était sympa, j'ai bien aimé la structure, oui le rythme, comme je l'ai dit, la manière dont ça a avancé, etc. Mais sinon je suis très très déçue, c'est vraiment de l'appropriation culturelle et de la désappréciation.
de l'appréciation. Voilà, j'ai inventé un mot pour ce film carrément. Sinon j'ai bien aimé le personnage de Marie. J'ai trouvé que bah, je m'appelle Marie déjà. Mais sinon elle était très stylée. Mais sinon vraiment j'étais assez déçue. Du coup je regarderai The Last Temptation of the Christ de Scorsese parce qu'ils en parlaient beaucoup dans son documentaire, du coup ça m'a vraiment intriguée. Et je verrai si j'aime plus que celui-là parce que du coup j'ai mis 2,5. Après j'ai regardé Train Dreams qui est sorti du coup directement sur Netflix en 2025. Il a dû sortir vers octobre ou novembre, je sais plus exactement. Et je voulais le regarder. Déjà j'ai trouvé ça très dommage qu'ils le sortent sur Netflix directement parce que j'aurais vraiment payé très cher pour le voir sur grand écran tellement c'était beau, visuellement c'était absolument magnifique. Adoré ce film, c'est-à-dire que, bon déjà tout ce qui est la nature du Pacifique Nord-Ouest, c'est quelque chose qui m'a toujours attiré, tout ce qui est l'Oregon, l'Iowa, Washington, il me semble que ça se passe surtout en Iowa et en Montana, je sais plus exactement. En Idaho, pardon, pas en Iowa, je confonds toujours les deux, c'est en Idaho, en Oregon et en Montana il me semble. C'était absolument merveilleux, j'ai envie d'aller vivre là-bas. En fait Joel Edgerton donne une des meilleures performances que j'ai vues cette année et il me semble de tous les temps. Ou je sais pas de tous les temps, mais en tout cas c'était une performance qui m'a tellement touchée et j'avais tellement d'espoir avec lui que les choses s'arrangent, que ça marche en fait, que tout ce qu'il entreprend marche et qu'il arrive à avoir sa famille, sa maison et son bonheur. Mais c'est pas vraiment un spoil ce que je vous raconte, hein. Mais malheureusement bah du coup bah c'est très réaliste donc tout va pas comme prévu et c'est vraiment le genre de film que je vais garder avec moi pendant un long moment et que je vais revoir très souvent, je le sens. Après j'ai regardé Identity, alors c'est ma soeur en fait, elle est dans son era film, mais elle regarde que des thrillers et moi je suis pas très thriller, enfin j'aime bien les thrillers mais ça me stresse en fait, très clairement. C'est un film de 2003, je sais pas de qui c'est mais je sais qu'il y a Ray Liotta, parce que c'est le seul truc que j'ai écrit dans ma review. J'ai mis que c'était très silly et j'aimais bien l'idée en fait de ça. Je vais essayer de pas vous spoiler la fin parce que c'est le plot twist nous a un peu en mode oh, what the fuck. Mais c'est un peu comme Bad Time at the El Royale où en fait en gros tu te dis que c'est plein d'étrangers dans le sens de strangers, genre ils se connaissent pas, qui se retrouvent par hasard dans un même lieu et tu te dis c'est bizarre qu'ils soient tous au même lieu et en fait t'apprends petit à petit qu'en fait ils sont pas tous si étrangers les uns aux autres que ça en fait, ils ont des connexions, des liens, etc. Donc l'intrigue était vraiment pas mal, mais honnêtement si on se concentre un petit peu ça a pas vraiment de sens, mais si tu penses pas vraiment c'est bien franchement. Et Ray Liotta c'est là il est de ouf, j'adore ce gars, franchement c'était comme ça. Après ça du coup ils ont annoncé les Oscars par là. Dans ces jours-ci, du coup, j'ai regardé Bugonia, que j'avais pas pris le temps de voir avant, et que j'aurais probablement pas pris le temps de voir si c'était pas pour les Oscars, mais franchement, j'ai énormément kiffé. En fait, le problème, c'est que du coup, j'avais pas particulièrement aimé The Lobster, de Yorgos Lanthimos, et j'avais détesté Poor Things. Donc j'étais un petit peu sceptique de ce monsieur qui... Je sais que, par exemple, Poor Things, il faudrait que je le revoie, parce que j'étais pas dans le bon mindset quand je l'ai vu, et j'ai aussi envie de voir les autres, comme Kinds of Kindness, The Killing of a Sacred Deer, ce genre de film. J'ai un peu envie de tous les voir de lui du coup parce que ça m'a vraiment intrigué Bugonia. Mais du coup j'ai absolument à la fois adoré mais en même temps pas du tout. Mais j'ai passé un très mauvais moment dans le sens où j'étais extrêmement inconfortable. J'étais tendue et en même temps j'avais envie de partir, en même temps j'avais envie de savoir ce qui allait se passer. Et c'est ça, c'est vraiment ce fait que tu veux pas voir mais en même temps tu veux voir. Emma Stone, reine, du coup j'avais pas aimé dans Poor Things mais je sais pas si c'était lié à elle ou lié à l'histoire que j'avais pas aimé. Ou tous les messages sur l'enfant sexuel, etc., que j'avais pas kiffé de ouf. Mais là, je trouve que son corps est tellement expressif, ses expressions. Jesse Plemons me terrifie, il m'a terrifié dans Civil War, et là il me terrifie aussi. J'ai l'impression que dans chaque film que j'ai vu de lui, il est terrifiant. Mais même si sur la fin notamment, on peut pas empêcher de... On passe de le détester à être désolé pour lui en fait, et il fait vraiment de la peine au final. Mais voilà, sinon je pense que pour Best Picture, j'ai préféré Une bataille après l'autre. Mais si celui la gagne, je serais là en mode ok. Et la fin, avec toutes les scènes finales, je peux vous dire, enfin, chaque fois j'essaie de pas spoiler, mais en même temps je spoil un peu, mais en même temps pas vraiment. Toutes les scènes finales de la toute fin, j'ai trouvé ça absolument magnifique. Chilling, j'ai écrit tellement c'était waouh. Après j'ai re-regardé Almost Famous, il me semble que je l'ai regardé il y a 5 jours, le 25, on est le 30. C'est un film que j'avais déjà vu avant et qui était tellement, qui avait tellement eu d'influence sur moi, notamment au collège, sur les outfits, la musique, etc. Je voulais tellement vivre dans ce film, c'est l'époque où je suis devenue fan des années 70 et de Bob Dylan. Et le soundtrack, les vibes, les outfits, tout est absolument fascinant pour moi. Kate Hudson, donc c'est son nom, elle slay de ouf. Et le personnage principal aussi, il est trop mignon. Enfin en fait j'ai trouvé que tout est parfait dans ce film. J'ai pas de critique. C'est littéralement un film que je peux revoir des centaines de fois sans jamais m'en lasser, parce que je trouve qu'il est absolument incroyable. Après j'ai regardé The Normal Heart, qui est un film de Ryan Murphy. Chacun ses opinions sur Ryan Murphy, moi je connais les miennes. Le personnage principal est joué par Mark Ruffalo et Matt Bomer qui fait le Love Interest. Et je trouvais que c'était pas mal, j'ai mis 2,5 sur 5. Je trouvais que les points positifs qui font que j'ai pas mis genre
zéro, c'est notamment que ça montre bien la détresse et la panique dans la communauté queer de l'époque. Et franchement, il y a pas mal de choses que j'ai bien aimées à propos de ce film. Par exemple, les performances de Mark Ruffalo et de Matt Bomer, elles sont incroyables. Et il y a tellement de supporting cast qui est absolument magnifique, qui ont des apparences très brèves mais très très touchantes. Et ça, j'ai trouvé vraiment super. Il y a par exemple Jonathan Groff. Je l'ai vu, j'étais là en mode mais non le King Charles genre. Et sinon, j'ai beaucoup aimé notamment qu'il parlait de la culture des bains, les bains publics, qui était très importante du coup dans la communauté du sida, qui a beaucoup, dans la crise du sida, qui a beaucoup contribué du coup à la propagation du virus, etc. et qui n'est pas souvent mentionné dans les films. Mais le seul truc que je trouvais vraiment dommage, c'est alors que ça peut être excusé dans un film comme And the Band Played On, dont je vous ai parlé tout à l'heure, parce qu'il est sorti en 1993 et que surtout ça c'était focus sur le point de vue des docteurs, je trouvais ça absolument scandaleux que ce film n'ait que des personnages blancs et surtout cis, etc. Alors que à l'époque, les communautés noires et queer étaient vraiment genre comme ça. Et même si on regarde qui a fait avancer la communauté, littéralement, bah, c'est les femmes trans, Martha P. Johnson, etc. Et là, il y a vraiment que des blancs. Et c'est le seul truc que je trouvais un petit peu dommage. Mais sinon, c'est un film qui se regarde bien et je pense que pour quelqu'un qui connaît pas vraiment grand chose sur la crise du sida ou qui cherche du coup à en apprendre plus, à découvrir des médias dessus, etc., ça peut être une très bonne introduction. Et c'est vrai que oui, à la fin, j'ai versé une petite larme. Quand il y a The Only Living Boy in New York, qui est ma chanson préférée de Simon Garfunkel, qui joue, j'étais là en mode. Mais sinon, est-ce que je le reverrai? Non. Clairement non. Après ça, j'ai été voir Hamnet au cinéma. Et j'ai pas autant aimé que ceux que je pensais que j'allais aimer. En fait, je m'attendais à absolument adorer, et au final, j'ai juste bien aimé. Ce qui est pas mal. Mais en fait, les performances sont incroyables, les visuels sont incroyables, la musique est magnifique, le petit garçon qui joue, Jacoby Jupp, il est mais incroyable. Tout est absolument parfait, le seul truc qui m'a vraiment bloqué, c'est que c'est tellement lent et il y a tellement de scènes qui traînent en longueur. Et je l'ai vu sur grand écran, j'étais toute seule, c'était un amphi immense, on était genre deux dans la salle, donc l'expérience était ouf, vous voyez. Mais si j'avais été toute seule chez moi, si je l'avais regardé sur mon canapé, il y a plein de scènes où genre j'aurais mis sur pause et j'aurais été faire autre chose parce que je me faisais chier et après je serais revenue pour continuer. Alors que là, vu que j'avais pas le choix, j'ai tout vu d'un coup, mais c'est le seul défaut que je pourrais trouver à ce film. Même si bon, bah j'ai clairement chialé, j'ai pleuré, c'était magnifique et je pense que Jessie Buckley mérite l'Oscar de la meilleure actrice. Après j'ai regardé The Graduate, bon je l'avais déjà vu parce que c'est le film préféré de ma mère et c'est un film absolument parfait. Dustin Hoffman est incroyable. Tout est, pour moi le film est parfait sur tous les aspects. Le jeu, la bande son, le rythme, les visuels, toute la fin et la scène de fin c'est probablement ma scène de fin préférée de tous les films du monde. J'ai regardé Casablanca, il me semble que c'était hier. C'est le film préféré de ma grand-mère qui est ma personne préférée de la famille, donc j'étais très curieuse. Et franchement c'était absolument super, il y a tellement de citations quand il dit Here's looking at you kid ou quand il dit We'll always have Paris, j'étais là en mode... Et même la fin est absolument merveilleuse, la scène de fin, toute la dernière partie est absolument magnifique. Mais j'ai mis que 4 sur 5. Du coup je vous dis que c'est absolument parfait mais en fait le seul truc c'est que je me verrai pas le revoir de moi-même. S'il passe au ciné ou quoi, je me dis pourquoi pas, mais de moi-même spontanément, j'ai aucune envie de le revoir. Mais voilà, c'était absolument magnifique, et ma grand-mère a des goûts comme ça. Et enfin, du coup, hier soir, enfin je l'ai regardé dans le train. Je l'ai commencé dans le train et je l'ai fini chez moi. J'ai regardé Coda, qui est un film de 2021, qui a gagné du coup l'Oscar du meilleur film en 2021. Et c'est un très bon film, c'est le premier rôle d'Emily... non, c'est pas du tout le premier rôle, mais c'est le rôle qui l'a fait vraiment percer d'Emily Jones, qui avait que 19 ans à l'époque, ce que je trouve incroyable parce que sa performance est extrêmement mature. C'est un film qui est très très sympa, très très sweet. J'ai pas de mots français pour traduire le sentiment, mais ce problème c'est que ça fait très Disney Channel en fait. C'est-à-dire que je sais pas pourquoi le film a gagné l'Oscar de meilleur film, sachant que je sais plus exactement ce qu'il y avait contre dans la catégorie, je veux dire, quel film a perdu pour que ce film gagne, mais enfin, j'imagine que c'était mérité quand même parce que ça reste un film qui est très très sympa à regarder. Mais par exemple, le personnage principal a jamais pris de cours de musique et pourtant elle chante parfaitement. Et elle est acceptée dans une grande école et tout, juste parce que son prof la coach. Ça fait très Disney Channel, ça fait très Glee, mais c'est comme ça, en vrai. Il y a pas mal de choses que j'ai bien aimées. Il y avait la représentation du coup de la communauté sourde qui était très bien, beaucoup de langue des signes qui n'était pas forcément retranscrit à l'oral, enfin, dans le sens où on comprenait les discussions parce que dans le contexte. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais c'était pas débilisant, les personnes n'étaient pas virginisées, infantilisées, c'était vraiment très très bonne représentation. Et aussi, c'était très réel, vraiment. Genre la maison était très vécue, c'était pas sale, mais on sentait la difficulté, la saleté, oui, bah voilà. Je sais pas comment le dire autrement. Et aussi, j'adore les films où c'est un adolescent qui est perdu, un petit peu, et un professeur va les aider à s'ouvrir et à découvrir leur place dans le monde, etc. C'est vraiment un genre de film que j'adore. Et c'est littéralement ce qui se passe dans le film. Donc voilà. Excellent. Vraiment pas mal, j'ai mis 3,5 sur 5. Du coup, c'était très bien.
Voilà, donc très longue vidéo, mais je pense qu'on va se revoir bientôt parce que je vais à Rome pour les vacances de février. Donc je pense qu'il y a un petit vlog comme celui de Milan à peu près qui se prépare. Et ça sera super. Mais sinon voilà. J'espère que vous allez passer une bonne semaine, un bon week-end. On est vendredi, mais je sais pas quand je vais poster la vidéo. Mais voilà. Bye bye bye.